Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Finalement, hein, comme vous vous en doutez, pour la dernière conférence au Musée Fabre et dans d'endroits en France avant un bon mois. Donc, du coup, on est très heureux de vous voir nombreux pour cette dernière conférence avant un petit moment. Et donc, ce soir, nous recevons ici au musée d'une part Cyril Gouillette du musée du Louvre, donc, qui est responsable des jeunes publics et qui est également directeur du centre d'art Fluctuart, si je ne me trompe pas. Oui, enfin, j'appartiens au comité artistique. Voilà, tout à fait. Je ne suis pas le directeur. Et qui vient, ça va venir. Directeur. Et qui va surtout donc ce soir nous parler de l'ouvrage qu'il a publié il y a désormais un an, comme il me le disait, sur le dialogue donc qu'entretiennent les collections du Louvre, ô combien iconiques, ô combien célèbres, notamment la Joconde évidemment, et la réappropriation de ces œuvres donc par les créateurs d'aujourd'hui, que sont les artistes qui pratiquent cette forme d'art singulière qui est le street art. Et puis d'autre part, nous recevons également Andrea Ravo-Mattoni, qui ouvre ce soir. Je ne sais pas quelle va être la suite de l'expo. Peut-être le galeriste Nicolas Xavier pourra nous le dire. En tout cas, qui ouvre ce soir une exposition à la galerie Nicolas Xavier, à 2 pas d'ici, hein, rue Glaise, ou rue Montpelliérais, je ne sais pas. C'est la rue Glaise à ce moment-là. Voilà. Qui va nous révéler donc le travail de réappropriation, encore une fois d'ailleurs, qu'il a fait à partir de certaines peintures du musée Fabre. J'avais eu le privilège de faire visiter les collections de notre beau musée à Andrea, et ça avait été un court mais tout à fait passionnant et stimulant échange, où son enthousiasme et son ébullition étaient déjà activés, je crois, et dont il va nous présenter donc le résultat. Voilà, je vous remercie à tous, merci surtout à nos invités, et je vous laisse la parole. Bonne soirée. Eh bien, alors, merci beaucoup de cette invitation. Nous sommes très honorés et heureux d'être parmi vous ce soir, surtout dans cette soirée qui est un peu, comment dirais-je, voilà, effectivement, l'ultime soirée avant un certain temps. Donc, merci d'être venus, c'est déjà très courageux. Et donc voilà, on va parler un petit peu de notre rencontre, de notre amitié, du fait que ce projet en fait que j'ai mené d'une part au Louvre et aussi à travers ce livre, de la rencontre entre le street art et l'art classique, eh bien je dirais que Andrea Ravo-Mattoni, qui est ici, en est un des principaux protagonistes, parce que c'est avec lui que pas mal de choses ont commencé. Donc peut-être je te laisse déjà te présenter, dire un mot. Et je voulais juste montrer la première diapositive, voilà, qui est un peu l'histoire le lieu et l'œuvre qui a été notre rencontre. Oui. 3 années avant. Voilà, il y a 3 ans. Je vais ouvrir l'ordinateur et c'est arrivé en email. Et comme tous les fois, je vais dire Joël, l'email. Et c'est en email direct dans le Louvre. J'ai dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague. C'est un hacker. Parce que mon rêve, quand je vais ouvrir ce projet, mon rêve, c'est créer des ponts avec l'institution muséale. Je vais ouvrir ce projet sans savoir les ponts avec l'institution muséale. Et quand c'est arrivé l'email de Cyril, qui m'a dit voilà, je suis chef d'éducation du Louvre, j'arrive en Italie. C'est en mail officiel, mais pas officiel, parce que tu m'as dit que tu viens en Italie en vacances, tu fais tous les années des vacances en Italie, et voilà, il m'a écrit ça, et je lui ai dit, ok, on pouvait faire un petit rendez-vous où je vais faire les premiers murs, et voilà, c'est arrivé Cyril, et c'est le début d'un projet. Parce que donc, oui. J'ai développé un projet d'éducation artistique à l'origine, visant à faire connaître, je dirais, les collections du musée du Louvre au jeune public, c'est-à-dire au public adolescent, lequel public est déjà très, je dirais, aguerri ou intéressé par le street art.
Donc l'idée était de partir de la culture, je dirais, des jeunes, des élèves, et de les amener à un patrimoine plus ancien, sachant que beaucoup d'artistes, et notamment Andrea, mais on va en voir beaucoup d'autres, eh bien, en fait, s'inspirent, prennent leurs racines dans des œuvres anciennes qui vont détourner, citer, en faire de la parodie, ça dépend, enfin, tout dépend du propos, mais en l'occurrence, voilà, il y a souvent cette volonté, et je trouvais ça très intéressant, de partir de la rue pour arriver jusqu'au musée. Et quand j'ai découvert, d'abord par Internet, évidemment, comme toujours aujourd'hui, cette œuvre d'Andrea, je me suis dit, il faut absolument que je le rencontre, il est dans le nord de l'Italie, ça va être faisable, etc. Et on s'est rencontrés quasiment sous cette pile d'autoroute, parce que la chose extraordinaire, et on va y revenir, c'est que à la fois c'est le déplacement des œuvres classiques dans la rue, mais dans des endroits qui, en plus de ça, sont quand même complètement décalés. Donc c'est une sorte d'oxymore comme ça de voir cette œuvre si précieuse, si en même temps classique du répertoire d'un Caravage, le baiser de Judas et du Christ, et de le trouver sous une pile d'autoroute. Et évidemment, ce n'est pas complètement anodin, puisque cette pile d'autoroute, il y a combien de voitures qui passent par jour? C'est 10 000 peut-être. Oui. Ouais. C'est donc un échangeur où c'est sûr d'être vu. Donc c'est une divulgation en quelque sorte de l'art classique. Et c'était le projet d'Andrea, ça l'est toujours, d'utiliser le classique dans l'art contemporain. Absolument. C'est mon objectif, c'est ça. C'est arriver à créer des ponts, comme je l'ai déjà dit. C'était mon rêve. C'est devenu. Alors, à partir de là, donc le projet que moi j'avais mis en place était d'inviter des artistes soit dans les écoles, soit aussi un grand projet qui était mené avec l'Université de Nanterre. C'était donc 2018, les 50 ans de mai 68, qui sont nés par ailleurs à Nanterre. Et évidemment, l'art qu'il était intéressant d'inviter, c'était l'art du graffiti, du street art, cet art qui a connu des développements particuliers dans les années 68, évidemment dans la rue, la beauté est dans la rue, etc. Les beaux-arts sont dans la rue. Et donc l'idée, c'était d'inviter une petite dizaine d'artistes à chacun réinterpréter une œuvre du Louvre dans le campus de Nanterre. Et un des premiers artistes à venir, enfin vous êtes venus à plusieurs en même temps, c'était donc Andrea, sachant que voilà, l'œuvre work in progress, on veut dire, hein, avec la projection, tu vas revenir dessus, et puis l'œuvre finale, d'après le Latour, Georges de Latour, le tricheur qui est là-haut, sachant que tout ça s'accompagnait d'une visite dans le musée avec chacun des artistes, on va en voir quelques-uns après, et qui bien sûr prenaient la parole devant les œuvres et expliquaient pourquoi ils avaient choisi ce tableau. Et c'est d'ailleurs ce que tu vas faire à l'instant. Ben oui. Quand tu m'as fait l'invitation à Louvre, je vais choisir Georges de Latour parce que j'aime les périodes. C'est un peintre incroyable français, c'est un caravagiste vraiment différent de tous les autres caravagistes comme Nicolas Tournier ou Georges de Latour. Georges de Latour, c'est vraiment un caravagiste de la lumière. Alors, il m'a donné la proposition, vous devez choisir un Louvre, c'est déjà en responsabilité au Louvre, avec des autres artistes, avec Monkey Bird, qu'on va voir après, avec Madame, avec tous les autres. C'était très intéressant. Et nous sommes trouvés tout ensemble à faire en performance contemporaine, non? Tout ensemble, Madame, Monkey Bird, à faire des fresques. Et c'était mon première expérience en France et mon première expérience avec mon rêve, qui s'est créé vraiment des ponts avec l'institution muséale. Et voilà, c'était un plaisir. Et en cette période, je veux dire une chose très importante qui fait partie aussi de l'exposition que je vais faire. Parce qu'aujourd'hui, je travaille, ça c'est 3 années avant, je travaille sur le mise au carreau, tous les tempes, qui c'est en technique très ancienne. Mais aussi, c'est la projection. Ici, je vais en commencer aussi le Caravage, je vais en commencer à faire la projection, mais c'est tous les fois, c'est des problèmes parce que il faut attendre la nuit. La nuit, parce qu'il y a un projecteur qui projette le dessin pour la mise en place. Terrible. Voilà. Mais je vais faire un bon travail, j'espère. Mais en très peu de temps, surtout. Oui, beaucoup. Comme toujours, c'est une journée pour faire ça. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que la différence technique, c'est qu'à l'époque, tu faisais de la projection de nuit. Oui, exactement, voilà, c'est ça la question. Parce qu'il y a toujours un dessin préparatoire avant de passer à la peinture. C'est aussi en technique très ancienne, comme la chambre obscure, par exemple. Vermeer, il a utilisé beaucoup ça et beaucoup des autres. Alors, les autres artistes qui sont venus, il y avait donc Kuka,
donc, qui est un artiste qui est en partie d'origine africaine et qui, pour cette raison d'ailleurs, a tout un travail sur... il est en haut à droite, et qui, lui, a voulu retrouver, donc il travaille beaucoup le noir et blanc, justement, pour parler de cette question du noir et du blanc à égalité, etc. Et et bien sûr, là, c'est d'autant plus pertinent qu'il travaille sur une sculpture en marbre, la Vénus de Milo, dont il n'a voulu faire qu'un détail, lequel détail pour lui est suffisamment signifiant pour évoquer à lui tout seul la culture classique, sans qu'on sache, et d'ailleurs son discours était très intéressant, sans qu'on sache pour autant reconnaître tout de suite la Vénus de Milo, et sans non plus qu'on ne connaisse l'auteur, puisque c'est un auteur anonyme, enfin il est anonyme parce qu'en fait on a perdu la signature, et pour lui c'était intéressant parce que ça parle aussi du monde du graffiti, qui est un monde où certes il va y avoir donc des blazes où on va passer son temps à signer, mais ces messages sont souvent cryptés et ne sont lisibles que par le public vraiment, je dirais, aguerri, enfin même entre bandes, entre crews, etc. Donc le public lambda que nous sommes ne peuvent pas forcément comprendre ce qui est écrit et il y a une sorte de, je dirais, d'anonymat comme ça qui se met en place. Et ça, il trouvait ça intéressant aussi par rapport à un certain nombre d'œuvres antiques qu'on va reconnaître pour leur simple beauté sans pour autant y mettre, je dirais, un auteur. Et c'est vrai que souvent, ça peut aussi parfois, dans la peinture, dans l'art en général, parasiter un peu d'être toujours sur l'identification d'une œuvre et ne plus regarder l'œuvre pour elle-même. Donc la beauté sauvera le monde, c'est une phrase c'est vrai, de Dostoïevski, mais c'est une phrase aussi qui a fleuri sur les murs de Paris en 68. Donc c'est là-dessus, par rapport à des archives qu'il avait retrouvées, qu'il avait choisi de mettre cette œuvre en corrélation avec ce détail. Donc grands murs qui sont des murs pérennes, hein, aussi bien le tien que celui-là et ceux qu'on verra, sauf un qui est en collage et qui je crois est déjà un peu perdu. L'idée de l'université, c'était d'avoir des murs pérennes. Bon, celui-là a été tagué entre-temps. Bon, mais ça fait partie de la règle du jeu. Et donc, Kouka, c'est très content de ça. Hein. Oui, il était content. En fait, écrit avec Kouka et il a dit non, c'est... Il y a deux raisons, je pense. C'est la roue. Il y a plusieurs raisons qui font qu'il a été tagué. D'une part, parce qu'il était vraiment à portée de main. Bon, alors c'est pratique. Secondo, parce qu'il a un fond noir en partie, ce qui fait que ça invite un peu comme un tableau noir à rajouter quelque chose. Et puis, il y a déjà de l'écriture. Et donc, le fait qu'il y ait une phrase, c'est un appel à répondre, etc. Donc, ça a été le début, en quelque sorte, je dirais pas d'un cadavre-exquis, mais enfin quand même d'une sorte comme ça de texte avec des questions-réponses, d'un dialogue en quelque sorte. Oui, c'est un dialogue. Bon, pas toujours très pertinent dans les... Mais bon. Surtout qu'il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'était cette façon de dénoncer la muséification, etc., du street art notamment, voilà, et réinterroger ce rapport au patrimoine ancien, et surtout à l'œuvre d'art. Et alors, disons que la Vénus de Milo devait retourner en Grèce, enfin ce genre de choses. Et puis surtout, le fait que, en fait, ils censuraient, ou du moins ils intervenaient sur une œuvre d'art au nom de la défense du patrimoine. Ils intervenaient et en fait, comment dirais-je, dégrader l'œuvre d'un artiste. Donc je veux dire, voilà, ça posait la question. Et ce discours anti-musée qui consistait à dire oui, de toute façon, les œuvres n'ont pas à être dans les musées, etc. Bon, donc tout ça a été très très paradoxal. Et en même temps, je trouvais ça intéressant parce que ça permettait d'interroger toutes ces questions de musée, pas musée, la conservation. Et la réponse était d'une certaine façon, heureusement que certaines œuvres sont dans des musées, parce que si, à la moindre colère, quelqu'un prend son stylo, son tag ou son feutre pour aller intervenir sur une œuvre d'art, la notion de patrimoine va pas rester très très longtemps. Donc voilà, mais bon, c'était un support comme ça d'expression, c'était pas inintéressant. Un autre type d'œuvre, Madame, qui est donc une femme et qui est, j'allais dire comme son nom l'indique, et qui est une collagiste, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va coller alors pas des affiches, hein, des fragments d'œuvres qu'elle a assemblés, qu'elle a imprimés, etc., retravaillés numériquement, et puis sur lequel elle va toujours, et ça c'est intéressant, mettre du texte. Donc il y a toujours un rapport texte-image qui est très intéressant et qui vient se compléter et non pas être l'illustration ou l'explication de l'œuvre, mais un complément total. Donc ici, elle était partie de deux œuvres de Greuze. Alors là aussi, 68 parce que c'était le rapport père-fils, donc un peu l'idée de tuer le père avec ce tableau de Greuze. Alors je le mettais en arrière.
Vous voyez, vous connaissez peut-être ce tableau. Il y a beaucoup de Greuze très beaux ici, d'ailleurs, au musée Fabre. Et alors, ici, c'est un pendant, ce qu'on appelle donc la malédiction paternelle, entre le fils maudit, parce qu'il part à la guerre, il se fait recruter par l'armée, et il abandonne toute sa famille, dont son père un peu âgé, puis toute cette fratrie qui est encore très, très jeune. Et quand il revient quelques temps plus tard, eh bien, le père est mort, et il ne peut que constater la mort du père, et donc culpabilisé par rapport à ça. Donc une peinture très moralisatrice, que l'artiste a voulu, Madame, a voulu complètement détourner pour n'en garder, je dirais, que les fondamentaux que sont... alors attendez, ça marche pas, ça marche plus. Bon, ça va revenir. Ah, j'aurais peut-être pas dû aller. Ah non, si, je sais ce que je vais faire. Bougez pas. Hop, ça va marcher. Bon, avec ça. L'idée, c'était de garder les fondamentaux sur les relations père-fils et de. En fait, je suis pas sûr d'y arriver. Mais bon, suivant, ça va marcher normalement. On fait échappe. Allez hop, voilà, et on recommence. Parfait, bravo. Bravo. Et donc voilà. Et alors l'idée père-fils, c'est que finalement elle ne garde plus que ces deux protagonistes et elle met entre les deux un cœur, un énorme cœur, donc sorti d'une encyclopédie ancienne. Et entre les deux, il y a donc à chaque fois évidemment un rapport vivant et mort pour le père, mais elle rajoute cette phrase dorée. Donc les deux murs sont en pendant là aussi, en miroir, et donc elle écrit à chaque fois de chaque côté et ça se renvoie. Donc c'est précieux parce que c'est en doré, etc. Et elle nous parle de l'ailleurs est comme ici, donc l'idée de partir, empli de nos peurs, et l'ailleurs est comme ici, dans l'autre sens, empli de nos peurs. Et donc c'est l'histoire de partir, revenir, partir pour chercher autre chose, et probablement se retrouver soi-même, revenir, certes le père est mort, mais ça nous parle de ce rapport filial avec ce cœur, et puis des racines, parce qu'elle a appelé son œuvre Racines, et donc c'est l'idée des racines familiales. Donc c'était assez fort par rapport à cette thématique de 68, justement, de clivage entre les générations, et puis de montrer aussi, de remettre ça sous l'aspect sentimental de l'amour filial et paternel. Voilà. Donc on la voit, Madame, qui justement est au Louvre devant un tableau. Alors vide, mais elle a fait tout un discours. Le Valet, donc lui aussi, c'est un artiste qui a beaucoup travaillé cette question du patrimoine ancien, c'était donc la commande, et lui il est parti de Nietzsche et du crépuscule des idoles, et au fond il a réinterrogé, et ça c'est très 68 aussi, puisque 68 c'est quand même le moment où on a fait table rase justement du rapport au classicisme, et on a détruit beaucoup de collections de moulage, notamment, ou vandalisé. Bon. Et donc ici ce sont bien les œuvres, mais qui pourraient être comme des plâtres, et qui met dans une sorte de cimetière, comme ça. Un cimetière donc il y a un peu le patrimoine sculptural du Louvre, statuaire, et il y a toutes les époques, des sphinx, des rois du Moyen-Âge, Napoléon, etc. Et il y a des petits corbeaux qui viennent becqueter les yeux, comme si on était sur une sorte d'ossuaire ou de charnier, en fait. Donc voilà, c'est très volontairement iconoclaste de sa part, sachant que c'est quelqu'un qui, au contraire, bien qu'il ait une formation très art plastique, donc avec un rapport très particulier à l'art ancien, mais il a une formation technique très, très solide et basée sur le dessin. Donc c'est assez intéressant de voir que ça renvoie aussi à l'étude d'après les plâtres, d'après les classiques. Alors, qui d'autre encore? Ah non, il ne faut pas faire ça. Qui d'autre? Donc voilà, lui il l'a mis sur un escalier aussi parce que ça l'intéressait, cette dégringolade en quelque sorte des statues comme ça qui s'effondrent. Et puis alors une œuvre très importante aussi, donc là on part du croquis, on va aller jusqu'à l'œuvre finale, des Monkey Bird. Donc ça vous voyez, eux ce sont des pochoiristes, donc ils travaillent à partir de pochoirs, c'est comme vous voyez ce que sont les pochoirs, avec des grands cartons ajourés à travers lesquels on passe la peinture. Et évidemment, on voit le work in progress avec donc cette silhouette noire. Et puis petit à petit, ils vont monter les clairs, les blancs. Et donc, ils sont partis de tout un... Alors,
rapidement, hein, parce que sinon on sera trop long, mais ils sont partis, je dirais, de l'époque contemporaine, donc mai 68 avec les barricades, tout en bas, il y a une 2 chevaux, il y a tout ce matériel urbain qui entoure les armes, etc. Et puis une sorte d'échafaudage, et ensuite on remonte dans le temps, et on est au XVIIe siècle avec ce soubassement, qui est donc un piédestal qui était place des Victoires et qui soutenait la statue monumentale, majestueuse de Louis XIV, debout en empereur romain, et qui a été blackboulé à la Révolution. Donc ça interroge cette question justement de la monumentalité, du monument, du souvenir, et de la postérité, de ces œuvres qui normalement sont là construites pour durer et qui pour le coup sont éphémères en fonction du cours de l'histoire. Donc ça revient d'ailleurs en ce moment parce qu'on blackboule des statues de colonisateurs ou autres. Voilà, il y a une sorte de vindicte populaire qui régulièrement va intervenir sur l'art urbain, un art officiel pour le coup. Mais voilà. Et donc, ce qui en revanche était resté, c'était les captifs, puisque Louis XIV était dominé 4 captifs dans un schéma très antique, qui étaient en fait les quatre nations qu'il avait vaincues pendant une de ces guerres. Et la révolution, d'une façon presque un peu symbolique, a libéré ces captifs, donc a détruit la statue, mais n'a pas détruit celle-là, et qui, par différentes péripéties, ont fini par arriver au Louvre. Au-dessus, il a décidé de mettre une des 2 statues que vous avez là-haut, qui était à Versailles, et qui sont à la fois Hannibal et César. Donc César qui a vaincu les guerres puniques, etc., et Hannibal qui est le général défait. Donc ils ont mis plutôt celui qui était le vaincu plutôt que le vainqueur, mais qui a été à un moment vainqueur de Rome. Bon, et donc ils ont mis que les jambes, et puis après le buste, c'est celui de la Vénus de Milo. Alors là aussi, une statue au départ cultuelle, hein, qui était dans un temple, et qui a été sauvée de la destruction de l'iconoclasme chrétien, au moment donc probablement de l'Empire byzantin et des premiers empereurs byzantins qui ont détruit, fermé les temples, détruit les idoles, etc. Et donc celle-là a été cachée dans un soubassement, dans un champ retrouvé en 1820, etc. Arrivé au Louvre, elle en est devenue un des joyaux. Et tout en haut, ils ont choisi de mettre un masque mortuaire en or qui correspond à un masque égyptien de pharaon et qui là aussi été conçu pour accompagner le défunt pour l'éternité, puisque l'or c'était la chair des dieux. Et l'idée était de vivre pour l'éternité à partir de son tombeau, etc., à travers notamment dans sa tombe, et puis à travers ce masque égyptien qui évoque tout ça. Et j'ai envie de dire, quid de tout ça, qu'est-ce qu'il en reste, puisqu'au fond, certaines statues ont été blackboulées, sont restées celles qui n'étaient pas forcément a priori les plus importantes, et d'autres ont réussi à traverser les temps dans différents, je dirais, avec différentes péripéties, et puis leur corps, si je puis dire, leur chair est marquée, puisque la Vénus de Milo est quand même lacunaire. Et puis après, ça interroge cette fresque qui, elle, est une commande pérenne, mais qui forcément passera avec le temps. Et d'ici, certainement dans 100 ans, soit le bâtiment, soit la fresque de toute façon aura disparu. Voilà, donc ça interroge cette question d'éternité, de postérité. Alors, nous avons continué notre collaboration avec Andrea, nous l'avons continué au Jardin des Tuileries, puisque ça c'était au mois de janvier 2018, et à la fin de l'année, il y avait une sorte de restitution de tout ce qu'avaient fait les établissements scolaires, l'université, etc., dans le Jardin des Tuileries, avec quelques artistes invités, et notamment Andrea, qui est revenu et qui, lui, a donc interrogé, je vais te laisser parler, le rapport peinture-sculpture, le fameux Paragone. Oui, parce que c'est le même sujet. En bas, il y a un des tableaux plus belles de Louvre de la peinture italienne, que c'est Guido Reni. Et en haut, il y a le même sujet. Hercule, avec la statue. Et c'était en belle chance à le Jardin de la Tuilerie. On a fait un projet comme un inter, avec beaucoup des autres artistes. Et Cyril l'a choisi. Il a déjà créé un groupe, mais des artistes qui travaillent avec l'inspiration, avec l'art ancien, comme moi. Et c'est très intéressant, parce que moi, j'avais eu la chance aussi avec une personne qui travaille avec les musées du Louvre, d'avoir le plaisir de me mettre en connexion avec des autres artistes que je ne connais pas, mais ils sont dans la même direction que moi. C'est ça la chose plus intéressante de la street art et de l'art urbain, parce que nous sommes vraiment en grand monde énorme, mais oui, nous sommes en connexion avec Internet, mais c'est
pas vrai que j'ai connu tout le monde, c'est pas vrai que j'ai connu tous les stylos. Et ça, c'était une autre chance d'avoir le plaisir de me mettre en connexion avec des artistes qui sont vraiment dans... C'est pas un acte isolé, effectivement, tu n'es pas un ovni. Il y a d'autres artistes qui travaillent de façon différente. Mais c'est une sorte de groupe qui c'est pas né en maison avec des rendez-vous, mais c'est né en manière spontanée. Et là, alors, la chose qui était intéressante, c'est que l'Hercule là-haut, qui est une copie, et l'Hercule Farnèse, donc un antique qui a été découvert au XVIIe siècle, etc., donc très célèbre, qu'on retrouve un peu partout. L'original est à Naples. Et le Guido Reni parle aussi de l'Hercule au bûcher. Et c'était aussi une façon de parler, de montrer aussi ce qui fut un temps un grand sujet pendant la Renaissance, ce qu'on appelait le paragone, la comparaison entre les arts, et notamment entre la peinture et la sculpture, finalement. Quelle est entre les arts, y a-t-il une hiérarchie dans les arts? Y a-t-il un art plus important que l'autre, etc. Donc c'était la dispute, entre guillemets, a posteriori presque, mais entre Michel-Ange et Léonard, quoi. Et donc Michel-Ange qui soutenait la sculpture, et bien évidemment Léonard plutôt la peinture. Et donc c'était toujours intéressant, parce que bien sûr le débat est complètement dépassé aujourd'hui, mais c'était intéressant d'avoir, en tant qu'Italien, de remémorer un peu cette idée-là, et de montrer à la fois peinture et sculpture, sachant que l'idée était aussi de dire au public des Tuileries, il y a quand même, alors, je suis très mauvais en chiffres, mais c'est vraiment plusieurs millions de personnes qui passent chaque année dans le jardin des Tuileries, plus encore qu'au musée du Louvre, parce qu'il y a les Parisiens qui traversent, etc. etc. Donc on est sur peut-être 20 millions de personnes, parce qu'il y en avait 10 au Louvre, donc voilà, c'est au moins le double. Et l'idée, c'est de leur dire, parce que c'est très impressionnant de voir cette fresque comme ça, qui est sur un panneau de bois, et de leur dire, mais vous savez, l'original est au Louvre à 100 mètres. Ah oui. À 100 mètres, vous pouvez voir l'original. Ce qui a toujours été ton discours, hein, de dire, voilà, ce qui est toujours le principe de l'exposition, oui, ici, puisque ce ne sont que des œuvres du musée Fabre. Entrer dans les musées, parce qu'ils sont à nous. Donc, autre artiste, en effet, qui a travaillé dans cette même optique, une femme qui s'appelle Nadège d'Auvergne, que vous voyez là à gauche. Et alors, elle a fait une chose très intéressante, assez facétieuse, puisqu'on est au Jardin des Tuileries, qui est un jardin qui a été créé par le nôtre à la demande de Louis XIV, enfin dans son état actuel, on va dire. Mais le Jardin des Tuileries, donc jardin royal, est aussi un jardin qui accueille la foire 2 fois par an, la foire, la grande foire, donc très populaire, avec les roues, les balançoires, le machin, etc. Et qui dit foire dit passe-tête. En tout cas, dans sa version populaire du 19e siècle, etc. Même si d'ailleurs, si ça existe toujours. Donc un passe-tête, vous voyez le principe, c'est qu'on met une photo, on met un tableau, on met n'importe quoi, puis il y a un trou pour mettre sa tête et tout le monde vient se prendre en photo. Donc c'est le truc populaire par excellence. Et elle va mélanger les genres en faisant ce travail, parce que donc elle a peint, donc elle a travaillé sur au feutre Posca. C'est toi. Oui, c'est moi. Voilà. Donc c'est pas moi qui fais la photo. Et elle a travaillé au feutre Posca, donc le feutre Posca avec des croisillons, une chose absolument incroyable. Elle reprend ce tableau de Hyacinthe Rigaud qu'elle colle donc sur le papier, elle le colle, elle le maroufle sur une planche en bois, elle le fait découper, hop, avec la scie sauteuse, le trou au centre et une petite estrade, et il suffit après de monter, il y a 3 marches derrière, et tout le monde pouvait monter et se photographier, se prendre en Louis XIV dans l'allée principale, avec l'obélisque derrière, qui reçoit le soleil, donc le roi soleil, enfin, tout ça fonctionnait à merveille, c'était très drôle, et c'était une façon vraiment de mélanger, et je dirais, le savant et le populaire, quoi. Et c'était formidable. C'était son idée à elle, et c'était pile poil complètement dans l'esprit de la chose. Voilà, le tableau de Louis XIV, qui lui aussi, évidemment, est au Louvre. Alors, il y a plusieurs copies, hein, mais celui-là, le principal, est au Louvre. Alors après, l'idée, c'était alors là, je rebondis un peu sur le livre. Je quitte le Jardin des Tuileries pour revenir justement à cette famille, entre guillemets, d'artistes qui se connaît uniquement par Internet finalement, d'artistes qui vont convoquer l'art classique. Il y en a un autre qui est assez incroyable, c'est toi qui, je crois, me l'a signalé. Oui. C'est mon ami espagnol. Voilà, l'Espagnol de Malaga, donc Malaga c'est la ville de Picasso et tout ça aussi. Julio Anaya Cabanding, toujours des noms, voilà, à l'espagnol il y en a beaucoup, encore que Ravo Mattoni c'est déjà pas mal. Et lui, alors, il est incroyable parce qu'il va peindre non pas au spray, il peint avec des pinceaux, vraiment technique ancienne, acrylique, mais avec des pinceaux. Et la chose étonnante, c'est qu'il peint avec le cadre et l'ombre portée. Donc en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est créer l'illusion que le tableau est devant nous, parce qu'il est très fort aussi dans les techniques de trompe-l'œil, de copiste
et de trompe-l'œil. Et dès lors, il va faire ça toujours dans des endroits complètement désaffectés, périphériques, vraiment abandonnés, où il y a déjà du graffiti. Donc c'est un acte presque poétique parce que très peu de gens vont le voir. Un peu un acte politique parce qu'évidemment, il y a l'idée de sortir le musée, enfin, un chef-d'œuvre d'un écrin et de l'offrir comme ça au public, mais presque à un non-public et surtout à des gens très respectueux qui, très peu de temps après, risquent et vont d'ailleurs le graffer. Donc c'est vraiment une sorte de démarche comme ça, personnelle, poétique, sachant qu'évidemment, là où ça n'est pas vain, c'est qu'il y a le relais de la photo, d'Instagram, etc., etc. Et c'est d'ailleurs une des données très importantes du street art aujourd'hui, c'est que tout ce qui est fait n'est plus tellement éphémère puisqu'il y a cette trace qui est gardée, mémorielle, on va dire, à travers la photo. Ouais, ouais. Et Giulio, c'est mon ami, et oui, c'est moi que je vais te donner le reste d'Instagram. Et je vais ouvrir un dialogue avec lui, parce que moi, j'aime quand il y a des personnes qui vont dans la même direction. Et quand je vais où le travail de Giulio, je vais dire, il fait le même travail avec des tailles complètement différentes, et avec des matériaux complètement différents. Mais notre poétique, il va dans la même direction, complètement, parce que lui, il travaille sur la question de la copie et faire sortir aussi, lui, il travaille sur la corrélation de le territoire, parce que tous les fois qu'il travaille en nation, il va choisir des anciens maîtres comme moi. Et quand Giulio, je vais ouvrir un grand dialogue et je vais les rêver avec lui de faire un grand, pas un grand, en fresque ensemble où je vais faire un grand tableau et lui le petit comme c'est un photographe parce que c'est génial lui, hein, c'est vraiment plus trompeux avec les pinceaux c'est possible d'arriver à cette technique et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et il va dans tous les styles. Oui. Alors on va revenir aussi à Kuka pour cette œuvre-là qui est très intéressante parce que c'est une œuvre qu'il a faite à Grenoble donc en 2015, voilà. Et il part des bergers d'Arcadie avec cette tombe, vous voyez, un tableau assez énigmatique, parce qu'on, bon, et in Arcadia ego, parce que c'est ce qui est écrit, bon, très bien. Et l'idée, c'est de dire, au fond, c'est trois sortes de bergers dans l'Antiquité qui sont en train de décrypter un tombeau, une inscription latine, et justement, et in Arcadia ego. Et puis, il y a cette femme qui apparaît, qui n'a pas l'air d'être tellement du même monde, c'est-à-dire qu'on dirait, est-ce que c'est une déesse qui apparaît, elle est sortie vraiment de la statuaire antique, et elle appartient pas ni au même milieu, ni même au même univers, en quelque sorte. Donc, il y a quelque chose de très poétique chez Poussin, qui se veut, donc qui est sujet à plein d'interprétations différentes, d'ailleurs, enfin, voilà, un certain nombre, et ça nous, parce que l'Arcadie, c'est le paradis, hein, dans l'Antiquité grecque, on va dire, donc tout d'un coup, on dit, ben non, même en Arcadie, il y a la mort, donc ça veut dire il y a la corruption, le temps qui passe, etc. Bon, très bien. Lui, il va déplacer le sujet, et surtout, alors de différentes façons, parce qu'en fait, il va revendiquer ce patrimoine classique, mais il va le rendre plus universel, parce qu'au fond, les personnages, et d'ailleurs il fait son autoportrait, il va tous les africaniser, en quelque sorte, ce qui est une façon de s'approprier ce patrimoine gréco-romain, et de dire qu'en fait, il est bien un patrimoine universel qui correspond à la planète entière. Hein. C'était déjà un peu, d'ailleurs, enfin, c'est même si c'est postérieur, son discours avec la Vénus de Milo. Et de dire, au fond, ce patrimoine classique, eh bien, il est notre patrimoine de l'humanité, en quelque sorte. Et puis alors, il change la phrase et il dit « hic et nunc », qui est une façon, là aussi, ici et maintenant, eh bien, de réactualiser complètement le propos de cette œuvre et de européano-centré, en quelque sorte, de façon à le rendre plus universaliste. Et donc ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a toujours un discours aussi assez intellectuel, pensé chez Kuka. Et voilà. Et donc là aussi, toujours à nouveau, le noir et blanc, qui est une façon aussi un peu atemporelle de réévoquer cette œuvre. Donc celle-là, on en a parlé tout à l'heure, mais je voulais la remettre parce que, voilà, à ce moment précis, donc le tableau est à Dublin, n'est-ce pas, voilà. Ouais. Et Caravage, parce que toi, c'est quand même ton premier amour, Caravage. Oui, parce que je suis né en Lombardie et c'est un des peinteurs plus importants de mon région. C'est ça. Il n'a pas travaillé beaucoup il n'a pas travaillé en Lombardie, il a travaillé à Rome, il a travaillé à Naples, à Malte, mais c'est né là-bas, c'est né à côté de Bergamo, c'est né dans un petit village. Il s'appelle Michelangelo Merisi, mais il s'appelle Caravage pour le petit village. Et voilà, c'était mon premier mur de mon projet, ça. Et j'avais choisi Caravage. Oui, c'est un des premiers amours. Après, c'est devenu Guido Reni, que je préfère, mais c'est une autre question. Mais après, c'est quand même tous ces grands peintres du clair-obscur. Alors, du coup, je voulais faire un petit saut sur, justement, Caravage et les peintres
les street artistes, si on peut dire, on va voir que là on est un peu à la limite, qui sont intéressés par Caravage. Parce que Caravage, c'est quand même un sujet de prédilection chez beaucoup d'auteurs. Et chez Ernest Pigno-Ernest, qui se défend d'être un street artiste, pour autant il a une œuvre dans la rue. Donc, à ce titre, il a sa place, je dirais, à la fois dans ce mouvement. Et puis, en plus, il est comment dirais-je, proclamé un peu le père et la référence absolue par de nombreux street artistes. Dont on en verra un juste après, et vous verrez. Donc, évidemment, là, le travail qui est intéressant, il est tout autre chez Ernest Pigno-Ernest, parce que c'est un travail d'atelier. Donc avec un travail de dessin incroyable, soit au fusain, soit à la pierre noire, etc. Donc un travail qui n'est pas vraiment de copiste d'ailleurs, de citation, on va dire. Il reprend, mais au dessin, des œuvres de Caravage. Et puis après, il va les coller. Alors il colle soit l'original, soit des impressions numérisées, etc. Mais après, il va les coller dans la rue, mais jamais n'importe où. Et jamais dans n'importe quel lieu. C'est-à-dire pas n'importe où, c'est-à-dire qu'à la fois il interagit avec le lieu, l'anfractuosité d'une porte, une porte aveugle, un soupirail, etc. Et aussi un lieu précis, à savoir Caravage à Naples, parce que Caravage, Naples, je dirais, a été une étape très importante dans la carrière de Caravage, quand il a tué cet homme à Rome, qu'il a fui, qu'il a fait donc une longue étape à Naples, avant a priori d'en retuer un autre et de repartir un peu plus loin. Et donc Naples, alors pourquoi aussi? Parce que Caravage, il travaille avec les gens du peuple. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui va faire sa révolution, sa modernité et son scandale, c'est qu'il va chercher pour les apôtres les ivrognes un peu du coin, on dirait les clochards aujourd'hui, etc., qui sont dans la rue, des gens qui sont vraiment du peuple, qui traînent dans les tavernes avec lui, et il les met dans son atelier pour les peindre. Et idem, la Vierge Marie, en l'occurrence ici, qui représente morte, ce qui déjà normalement ne devait pas se faire, puisqu'elle ne fait que s'endormir avant de s'élever. Donc il prend une morte et une prostituée morte, trouvée noyée dans le Tibre. Et d'où le fait qu'elle soit gonflée, etc. Donc ça a énormément choqué l'Église. Mais ça n'a pas choqué les collectionneurs. C'est-à-dire que sitôt retiré de l'Église pour laquelle il était commandé, le duc de Gonzague l'achète. Et évidemment, il a une clientèle déjà d'amateurs, et parce qu'il est reconnu pour sa modernité. Donc cette modernité, ce qui est intéressant pour Ernest Pigno-Ernest aussi, c'est parce que ça nous parle du peuple de Naples, et ce peuple-là, il est très présent toujours dans le vieux Spaccanapoli. C'est vraiment un lieu où d'ailleurs on continue à mourir et à naître, je dirais, chez soi d'une façon assez incroyable. Tout se passe dans la rue. Et voilà, c'est quelque chose qu'il a voulu faire revivre aussi dans un côté très mémoriel. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, sauf... Alors, sur lui, non. Et Ernest Pigno, là aussi, une fenêtre ou un mur sur lequel il va faire une fausse fenêtre, etc. Et il remet ce tableau de Caravage, David et Goliath, mais donc, ce qui était déjà un autoportrait, la tête de Goliath, c'est un autoportrait de Caravage. Et il y rajoute l'autre artiste maudit du XXe siècle, qui est Pasolini, sur lequel on peut vraiment faire un parallèle entre ces deux artistes maudits, maudits pour leur train de vie, enfin je dirais pour leur mode de vie, mais aussi parce qu'ils font scandale à cause de leur modernité, ou grâce à leur modernité en quelque sorte. Et donc tous les deux, il va, dans cette citation, mettre les deux, sachant que les deux sont morts de façon tragique sur quasiment la même plage, à quelques 300 ans d'écart. Voilà. Donc ça, c'est Ernest Pigno-Ernest qui revisite Caravage. Et puis un autre artiste passionnant qui se revendique d'ailleurs de Ernest Pigno-Ernest, qui est C215, et qui est un artiste passionné aussi par l'art classique et par Caravage, et qui lui, donc là j'ai fait une petite animation comme ça. Mais alors pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ses œuvres, lui aussi travaille au pochoir, souvent avec des couleurs un peu plus criardes, donc on n'est pas dans la copie là, mais enfin on a une citation très forte. Et lui, il a fait une sorte de pèlerinage en Italie sur tous les lieux où s'est arrêté Caravage, donc Rome, Naples, Malte, la Sicile, Messine, etc. Et à chaque fois, son mobilier urbain, il a été posé un petit pochoir. Sachant que ce type de pochoir, ça se pose en 1 minute. Maximum, ça va très très vite, il met ses pochoirs, hop, il en met un ou deux, il passe deux passages de couleurs, et puis il peut s'en aller, puisque là on est sur quelque chose de complètement illégal. Alors, Ernest Pigno-Ernest aussi, mais on est sur un collage dans le vieux Naples, il n'y a pas beaucoup de risque de se faire attraper par la maréchaussée. Non, à Naples, il n'y a pas de problème. Là, on est dans des villes parfois un peu plus bourgeoises, ou du moins polissées,
Mais pour autant, le pochoir, ce qu'il fait d'ailleurs régulièrement à Paris, ça ne pose pas de problème parce qu'on n'a pas le temps d'intervenir. Voilà. Donc ça aussi, ça nous parle de street art. Donc voilà un artiste voilà, donc, qui s'intéresse aussi à Caravage. Et donc Caravage a une grande postérité dans le street art, en fait. Retour à Andrea et à la question du dessin. Puisque ça, c'est quelque chose qui est très présent dans la galerie de Nicolas Xavier. Et puis, c'est quelque chose, on parlait tout à l'heure de Fluctuart, qui est donc ce lieu, ce centre d'art urbain à Paris, qui est sur une péniche, qui est un peu le premier centre d'art urbain à Paris, en tout cas, donc sur une péniche flottante, avec une collection temporaire, et puis des expositions, enfin, permanentes, et puis des expositions. Et l'année dernière, j'ai eu la chance et l'honneur de commissionner, on va dire, une exposition sur Léonard de Vinci et son héritage dans le street art, avec à nouveau des artistes invités pour montrer en quoi Léonard était un héritage dans leur art. Et donc, Andrea avait réalisé cette œuvre, donc éphémère, elle a été peinte sur un mur et puis elle a disparu à la fin de l'exposition. C'était le jeu de cette exposition de street art. Et il a, donc je vais te laisser en parler, réalisé cette œuvre qui est une sorte de melting pot, on va dire, de différentes en composition, j'avais choisi de prendre 3 œuvres de Léonard d'Avance et mettre tout ensemble. Et j'avais fait en chose pour la première fois, j'avais choisi, et j'avais déjà fait pour l'expo, de prendre en peinture et retourner à les dessins préparatoires, imaginer les dessins préparatoires de les mettre. Et c'est la Belle Ferronnière sur la gauche, j'avais choisi parce que les autres, ils sont... Lui, c'est en dessin. L'autre, c'est... Saint-Jérôme, c'est plus... en tableau incomplète. Mais c'est curieux ça, j'adore les tableaux incomplets et ça c'est un des tableaux plus intéressants, je pense, de Léonard d'Avance parce que tu peux regarder tous les processus et je vais prendre ça pour cette question parce que c'est l'exposition, c'était lié à 4 endroits différents, non? Et il y a un mur où il y a toute la réflexion sur le dessin, moi, Madame Swan et un autre artiste. Face, enfin, ils étaient Eyes et tout ça. Oui, c'était tout un pan de mur qui montrait la question de le dessin. Voilà, la question du dessin, de la pensée qui prend forme à travers le dessin. Et moi, je vais choisir processus créatif. De faire en considération sur les processus de Léonard d'Avance. Et c'était une grande occasion parce que c'est les 500 années de la mort de Léonard d'Avance, voilà, dans l'année parfaite, sans Covid. C'était une chance. Et il y avait, alors on ne le voit pas bien ici, mais il y avait justement une des premières fois où tu laissais le quadrillage de la mise au carreau pour montrer, puisque c'était le principe de ce grand mur, chaque artiste montrait comment il dessinait. Et comment il mettait en place ses œuvres, donc les dessins préparatoires, la mise en place. Un des premiers moments où je vais réfléchir sur cette question, et voilà, je suis chez Nicolas Xavier pour cette question, aussi aujourd'hui, je vais avancer beaucoup sur cette réflexion. D'ailleurs, j'ai mis une œuvre là, voilà. Parfait. On la voit peut-être mieux de loin que d'ici, mais voilà, pour montrer cette idée de la mise au carreau et que tu as transformé parce qu'au fond, ça fait partie de l'œuvre maintenant. C'est-à-dire que normalement, c'est complètement effacé, c'est sous-jacent, et puis le peintre recouvre tout de couleurs. Et ton parti pris, c'est justement de le laisser apparent pour montrer ce work in progress. Oui. C'est le passage que je vais choisir. Des fois, alors, la chose plus importante, j'avais déjà dit ça à des personnes qui sont dans le vernissage, la chose plus importante, c'est les processus. Et des fois, j'avance beaucoup dans l'atelier. Et dans l'atelier, je réfléchis beaucoup sur ce que je devais faire sur les murs. Et pour moi, ça, c'est un moment historique pour le Covid aussi, parce que j'avais eu la chance d'avoir plus de temps pour l'atelier, de réfléchir beaucoup sur le dessin, sur la préparation, et je vais choisir de faire ça pour la première fois sur les murs à Mulhouse. Et le voilà. Et voilà. Ça, c'est mon premier mur que je vais choisir de laisser incomplète. Pour moi, c'est une évolution. Hein, et l'expo, c'est la manière pour faire voir mon petite évolution, parce que tous les jours, je vais réfléchir sur des petites évolutions. Et je vais laisser tous les dessins préparatoire avec les marrons, comme je vais faire chez Nicolas Xavier, avec tous les mises au carreau.
Et voilà, ça c'est les dernières fresques. Ça, c'est une œuvre qui a un mois, hein? Un mois ou Un mois, mese. oui, oui. Je ne vais pas encore partager sur Internet parce que je suis en retard avec les social networks, pardonnez-moi. C'est un travail, les social networks. Avec le confinement, tu vas avoir le temps, c'est bien. Tu vas pouvoir classer. Et alors, c'est pas encore sorti. Et là, on est sur une œuvre de Bouguereau. Donc Bouguereau, finalement, oui, c'est conservé à New York. À New York, celui-là. Oui, ben, c'est en fait ah oui, mais c'est la ville de Bouguereau, Mulhouse, oui, c'est oui. pour ça. Et voilà, et j'avais fait ça à Mulhouse. Là, il y a 2 tableaux à le musée de Mulhouse. Et c'est toute la réflexion sur... c'est la première fois que je vais choisir de faire une chose comme ça, et c'est sorti de l'atelier. Parce que vous devez comprendre que quand je fais des murs, c'est pas possible de faire d'expérimentation sur les murs. Pas trop. C'est en illégal dans un fabricat abandonné, dans une usine abandonnée, ok. Alors c'est une autre question. Mais quand je suis sur la rue et c'est une chose officielle, pour moi, hein, il y a des autres artistes qui font des grandes expérimentations sur les murs. Moi, je vais réfléchir beaucoup. Et alors c'est l'atelier, mon part plus importante, ou l'expo que je fais dans les galeries. Après, ils sortent mon idée sur les murs et voilà, ça c'est un passage très important pour moi. Voilà. Il a en moi, mais il va devenir mon nouveau roue. D'accord. C'est ça, parce qu'en fait, tu veux dire qu'il y a un travail préparatoire en atelier qui est vraiment sous-jacent et préparatoire, préliminaire à l'œuvre dans la rue. C'est-à-dire que tu ne vas pas, quand il y a un mur comme celui-ci à peindre, il y a tout ce travail en atelier qui a été de concevoir justement cette mise au carreau, de savoir exactement ce que tu vas mettre. Oui. Et ce n'est pas une expérimentation, comme tu dis, empirique. Comme d'autres artistes font, hein, ça dépend, chacun a sa. En plus, je pense que pour tous les artistes qui, des fois, qui travaillent dans la rue, être en contact direct avec le public, c'est une chose très importante et c'est pour ça que tu devais avoir un projet, faire bien les murs et pas faire d'expérimentation comme ça. Non, pour moi, c'est très important. Je ne sais pas, c'est les. On ne peut pas toujours improviser. Il y a beaucoup d'autres artistes qui peuvent parler de ça dans la salle. Non, mais le fait que ce soit de l'ordre de la copie au départ, évidemment, on ne peut pas improviser. Il faut avoir un peu s'être approprié l'œuvre avant. L'atelier, pour moi, c'est une chose très intime. Je peux faire des expérimentations et jeter dans la poubelle. Je ne suis pas contente, mais c'est très intime. Je ne peux pas faire ça sur les murs, non. C'est pas possible. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est un passage très important, cette œuvre. Et j'espère qu'il va devenir une grande évolution. Voilà. Alors, pour continuer et terminer cette intervention, je voulais faire aussi un petit panorama, comme ça, un peu rapide, sur différents grands street artistes. Puisque c'est vrai qu'au départ, on parlait aussi de mon livre, dans lequel j'en ai recensé un certain nombre qui ont ce rapport au patrimoine ancien, mais très particulier, puisque certains vont vraiment le détourner. Par exemple, ici, Banksy, qui détourne le radeau de la Méduse. Alors ça aussi, le radeau de la Méduse, c'est un tableau qui a été énormément détourné, et pas que par les street artistes, hein, la publicité, les photographes, toutes sortes d'artistes, hein, au XXe siècle. Bon, voilà. Et parce qu'il appartient vraiment au patrimoine, tout comme la liberté guidant le peuple, qu'on verra à un moment donné. Bien. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le côté politique de l'œuvre. Alors, à la fois déjà dans l'œuvre originale, hein, parce que dans l'œuvre originale, c'est aussi l'idée de dénoncer une société, je dirais un capitaine, un commandant et un ancien régime, finalement, qui a abandonné les soldats et les marins d'un navire échoué sur un banc de sable, sur un radeau, alors que, je dirais, l'élite du bateau, y compris le commandant, sont partis sur des chaloupes. Bon, Dieu merci, ils vont être, enfin Dieu merci, c'est-à-dire qu'en fait, on va en sauver 15 sur 150, bon, et on le voit pas ici, mais il y a le petit bateau qui arrive à l'horizon et qui est une lueur d'espoir et qui va être salvateur. À l'inverse ici, d'abord le lieu où c'est peint, c'est pas n'importe où, c'est à Calais, donc à côté de la jungle de Calais. Calais qui est ce lieu entre guillemets de passage ou de non-passage, de rétention des migrants qui veulent aller jusqu'en Angleterre. En plus, l'actualité dernièrement vient encore d'illustrer avec d'un nouveau malheur, je veux dire, cette triste épopée. Et ici, il va dénoncer, d'une certaine façon comme ça symbolique, ces migrants qui cherchent à traverser, alors, soit la Manche, puisqu'on est à Calais, mais ça pourrait être aussi la Méditerranée, parce que ce que vous voyez au fond, c'est un yacht
avec un hélicoptère qui se pose dessus. Donc en fait, le summum de la richesse, en fait, c'est ce qu'on va faire de plus riche dans le, on va dire dans le genre humain. C'est donc une classe sociale qui, elle, à partir de ce yacht, va en fait non pas venir vers eux, mais passe d'une façon indifférente puisqu'elle longe l'horizon. Donc c'est une façon de montrer le clivage dans nos sociétés entre les plus pauvres, les plus démunis, évidemment, ceux qui fuient, en l'occurrence l'Afrique, pour essayer de trouver un Eldorado en Europe, et puis au contraire, dans cette Europe, ceux qui font partie des plus riches, eh bien, qui vont ignorer carrément ces migrants. Donc alors, ce qui est intéressant chez Banksy, c'est qu'à la fois il va le dénoncer, et puis il passe à l'acte. C'est-à-dire que dernièrement, il a, avec l'argent qu'il a gagné, et Dieu sait s'il en a gagné beaucoup, et que ça va continuer, etc., eh bien, là où il y a des polémiques en disant oui, mais alors finalement il dénonce, mais c'est pour faire de l'argent. Bon, là, on vient de voir qu'il est passé à l'acte en affrétant un bateau qui est parti en Méditerranée chercher justement des migrants. Donc c'est assez intéressant de voir un propos humaniste qui est traduit par des actes. Autre façon aussi de provoquer, d'interroger, etc. Un artiste qui s'appelle Combo et qui va, avec cette œuvre très caustique, un petit peu agressive, etc., et facétieuse, d'une certaine façon, interroger nos tabous. Alors nos tabous, alors là aussi malheureusement l'actualité, de toute façon toutes ces œuvres sont dans une actualité, une hyper-actualité. Il interroge une œuvre qui était déjà un scandale à l'époque, l'Olympia de Manet, puisqu'elle montre une prostituée, donc une féminité que ses contemporains ne veulent pas voir puisque c'est une prostituée, alors que si on y avait mis le prétexte mythologique de Vénus ou autre, ou Diane, il n'y aurait pas eu de problème. Ou même biblique, Bethzabée, etc. Non, là c'est une prostituée qui se montre en tant que telle, donc ça a fait scandale, très bien. Mais c'est la nudité. Cette nudité, on va nous dire que beaucoup de pays, y compris orientaux, mais ça pourrait être extrêmement orientaux, ne la supportent pas, ne la mettraient pas dans leur musée, etc., parce que la nudité choque. Bien, ce qui fut notre cas. Et en même temps, ce qu'il va poser comme paradoxe, en quelque sorte, c'est une femme en burqa qui pose de la même façon que l'Olympia de Manet. Donc là, on est sur le mur du ministère de la Culture. Donc c'est une commande officielle, on est aussi en 2015. Et il l'appelle la Vénus de Clichy. Donc il lui redonne un prétexte, on va dire, mythologique. Sachant qu'évidemment, l'Olympia de Manet faisait aussi référence à une Vénus de Titien, etc. Mais on ne va pas remonter dans toute la généalogie. Même si c'est très intéressant, mais ça c'est dans le livre. Mais l'idée c'était simplement avec ces deux images de nous montrer comment, eh bien au fond, nous aussi nous avons nos tabous en tant qu'occidentaux. Il y a des choses qu'on ne supporte pas de voir et qui nous choquent. Et ça renvoie à la notion de choc, de scandale. Au fond, balayons devant notre porte et interrogeons-nous sur ce qui fait scandale ou pas aujourd'hui. Bon, c'est du poil à gratter un petit peu. Après, un autre artiste espagnol extraordinaire qui s'appelle Péjac, qui lui aussi, dans une sorte de provocation, mais provocation poétique, va interroger ce qu'est le street art, le scandale du street art, etc., avec ce jeune garçon qui finalement jette alors soit un pavé dans la mare, soit un pavé dans un carreau. Toujours est-il qu'il a l'air de briser quelque chose ou de tacher quelque chose, et de cette tache ou de cette brisure naît en fait un tableau. Ça révèle un tableau, pas n'importe quel tableau, puisque c'est le Déjeuner sur l'herbe, autre tableau de Manet, qui a fait scandale à l'époque, pour un peu les mêmes raisons, une femme nue au milieu d'hommes habillés. Là aussi, c'est une référence à un tableau de la Renaissance de Giorgione, le concert champêtre, mais en l'occurrence, là, il est dans la modernité, donc il peint ses contemporains. Et ça c'est insupportable à ses contemporains. Alors, je ne développe pas, parce qu'au musée de Fabre, il y a énormément de tableaux de cette époque, et donc vous connaissez tout ça très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que Péjac, lui, eh bien, il va réinterroger cette notion de scandale, et cette fois-ci, c'est le scandale entre guillemets, du street art, mais le street art, il veut le faire comprendre qu'il appartient à l'histoire de l'art, qui se met dans une généalogie, parce qu'il se met dans la généalogie de Manet. Et donc, lui, en tant que tel, à la fois en citant Manet et dans cette mise en abîme aussi de l'artiste qui est un vandale. D'ailleurs, il a appelé son œuvre « Vandalisme », sachant que le isme fait référence à impressionnisme, divisionnisme, tout ce qu'on veut, tous les mouvements en isme à partir du 19e siècle et jusqu'au 20e. Et donc lui, il est dans le vandalisme, qui est aussi une façon de s'inscrire dans un mouvement, en tant que tel, un mouvement à l'histoire de l'art. Et l'endroit, non, la rue, c'est très important. Et la rue, c'est la rue Édouard Manet, c'est aussi petit clin d'œil. Parfait, non? Et voilà. Ça aurait moins marché chez Degas, hein, rue Degas.
Autre tableau, et puis on verra, oui, autre tableau aussi très important dans l'histoire de l'art, mais parce qu'il est à nouveau constamment réexploité, redétourné, réutilisé. Alors détourné, mais c'est plus que ça, réapproprié en quelque sorte. Ici, alors, donc c'est une révolution, celle de 1830, très bien, qui met à bas les frères de Louis XVI, Charles X, pour mettre Louis-Philippe au pouvoir, très bien. Et là, un artiste qui, lui, est très facétieux parce qu'il n'intervient que sur les panneaux signalétiques. Pour une fois, il dérange avec le vocabulaire signalétique parce qu'il reprend quand même les mêmes personnages. Et puis, cette barrière du sens interdit, eh bien, elle est enjambée, elle est franchie. On franchit l'interdit avec les trois personnages principaux de l'œuvre. Et c'est une façon, comme ça, de rendre hommage à Delacroix. Mais, plus encore, dans l'actualité, une œuvre qui date de l'année dernière. Alors non, le temps passe vite, c'était déjà 2018. Sachant que les Gilets jaunes, c'était au moins 2 ans. Et donc, on se réapproprie l'œuvre, P-Boy, cet artiste qui va eh bien, habiller tous les protagonistes d'un gilet jaune et qui va même changer le contexte. Vous voyez, au fond, c'est plus les tours de Notre-Dame de Paris comme dans l'original, mais c'est l'Arc de Triomphe, lequel Arc de Triomphe a été vandalisé lors d'un des actes de ces manifestations. Et puis alors, petite chose aussi étonnante, enfin étonnante ou pas, mais qui en dit long sur notre époque, la Vénus, non, mais la Liberté a perdu sa nudité en quelque sorte, et donc elle a une sorte d'énorme soutien-gorge, de corsage ou autre, qui en fait va être garant d'une pudeur qui permettra à cette image de voyager sur les réseaux sociaux. Donc il y a une sorte d'autocensure, souvent maintenant, de la part des artistes, qui font que s'ils veulent être sûrs que leur œuvre ne va pas être censurée à un moment T, eh bien, vont faire en sorte qu'on ne choque plus avec cette sorte de nudité. Vous voyez, voilà, bon, donc la notion de scandale, de censure, etc., n'a pas dit son dernier mot. Et puis cette œuvre aussi, alors on revient à la Vénus de Milo, que je trouve passionnante, d'un artiste qui s'appelle Goin, et qu'il a faite en Grèce, qu'il a intitulé Athéna versus Europa. Sachant qu'ici, Athéna, bon, c'est la Vénus de Milo, mais c'est Athènes, et c'est surtout le patrimoine classique, hellénistique en l'occurrence, de la Grèce ancienne, qui est donc le patrimoine de l'Europe, à partir de laquelle toute l'histoire de l'art s'est conçue. Et ce patrimoine se rebelle par rapport à une Europe qui a coupé, on est en 2013, et donc la grande époque de la crise en Grèce, la dette grecque, les robinets sont coupés, etc. Et la Grèce vit sous perfusion de la Banque européenne. Bon. Et là, il y a, cette Vénus de Milo devient rebelle et prend le foulard de l'Europe pour en faire ce foulard qui est non pas anti-Covid, mais le foulard des manifestants qui ne veulent pas se faire reconnaître, n'est-ce pas? Et donc ce foulard du révolté, eh bien c'est celui de l'Europe, c'est le bleu de l'Europe, mais toutes les étoiles s'en sont échappées pour lui tresser une nouvelle couronne du Christ. Et donc c'est la couronne, on va dire, du Christ crucifié, donc du martyr, et c'est une façon aussi de parler d'un autre héritage très important en Grèce et en Europe, qui est l'héritage judéo-chrétien. Donc ici, on est à la fois dans une sorte de syncrétisme, l'héritage gréco-romain, grec en tout cas, et l'héritage chrétien. Et c'est une façon aussi, donc, comme ça, de revendiquer cette double appartenance et d'affronter l'Europe par rapport à ses contradictions, et surtout de redire que la Grèce fait bien partie de l'Europe et en est une des pierres, je dirais, angulaires, originelles, puisque tout le patrimoine en découle. Voilà. Donc ça, une autre façon de détourner d'une façon drôle, pas de bras, pas de chocolat, ça c'est l'univers de Jeff Aerosol. Bon, ça c'est une blague qui fait rire en France, mais dès que j'en parle à l'étranger, c'est intraduisible et ça ne marche pas du tout. Donc, ça c'est une œuvre de Bloob, un street artiste. De Florence, donc un rapport aux œuvres inondées, etc., au patrimoine inondé, qui n'est pas anodin à Florence, qui a vécu des inondations. Cette œuvre-là, très intéressante parce que ça aussi, ça interroge donc un Lyonnais, Big Ben, qui interroge notre rapport au culte du corps, au fond, hein, donc à une beauté plastique héritée de l'Antiquité, mais qui est celle donc, de Michel-Ange, donc le parangon de la beauté masculine, donc le sport, le culte athlétique, et puis finalement une triste réalité de la société de consommation, de la malbouffe, du fait que finalement on se laisse un peu aller, etc. Ça parle de soi-même. Et peut-être, alors pour terminer très vite, une série de Joconde
de Mona Lisa qui sont, alors là aussi, évidemment, Mona Lisa revisitée, etc. Celle-là, très intéressante parce que, en fait, elle passe par un intermédiaire, plus ou moins conscient de la part de l'artiste, qui est Marcel Duchamp, qui la détourne en 1919, LHOQ, donc ce qu'on appelle un allophone, LHOQ, dont acte. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire tellement plus long. Voilà. Alors, un autre rapport aussi à la Joconde qui est intéressant, mais cette fois-ci, ce qui l'interroge dans sa technique, le sfumato qui est l'art d'effacer les contours. Et il y a deux réponses qui sont apportées d'une certaine façon, comme une sorte de sfumato moderne avec la pixelisation. Chez Speedy Graffito, chez Invader avec des Rubik's Cube, sachant qu'ici, cette œuvre de Speedy Graffito, elle détourne la Joconde pour en faire aussi une nouvelle Ève, puisqu'elle a pris la pomme de la connaissance, qui est la pomme d'Apple. Donc c'est notre rapport à Internet et notre addiction à Internet, c'est pour ça qu'il a appelé cette œuvre l'addiction de Mona Lisa. Et donc les pixels sont devenus des petites gélules pharmaceutiques. Un autre type de sfumato augmenté, qui est le sfumato des Mias Brothers, qui sont aussi des Italiens, mais qui vivent en Espagne, et qui, eux, travaillent avec l'aérographe, qui est l'ancêtre du spray, et qui vont pulvériser donc, sur une toile ou sur un mur, et qui vont chercher l'essence même de l'œuvre. Et donc ici, ben, on ne voit plus grand-chose d'ailleurs, mais d'ailleurs c'est même étonnant, on voit encore moins que sur l'ordinateur. On voit donc la Mona Lisa qui est complètement, je dirais, on va chercher son âme, son éther, les formes premières, et il n'y a plus aucun détail. Autre œuvre très amusante, facétieuse et surtout de l'ordre de la performance de Banksy, qui a été accroché cette reproduction, cette œuvre, à proximité de la Joconde en 2004. C'est très ancien. Elle a été décrochée aussitôt, etc. Et d'ailleurs, elle est dans les réserves du musée, bon, en cours de classement à l'inventaire. Et une œuvre qui donc était encadrée. Et ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'il y ait mis. Donc lui, ce qui l'interroge, en l'occurrence, là, c'est le sourire de la Joconde. Donc la Joconde, c'est le sfumato, ça peut être effectivement son détournement de la LHOQ, c'est le sourire. Et le sourire, c'est pas n'importe quel sourire, c'est celui d'un emoji accentué, donc caricaturé. Mais c'est aussi notre rapport à nous aujourd'hui aux emojis qui remplacent les mots, qui remplace les conversations dans les SMS, etc. Donc, il s'approprie là aussi les tics de notre culture contemporaine, de nos habitudes, etc., sans forcément les dénoncer, mais juste il les pointe. Voilà. Une avant-dernière Joconde, et on terminera sur celle d'Andrea, celle-là qui est aussi une œuvre alors de street art, mais alors on est aux confins là aussi entre le street art et l'art contemporain, puisque c'est une œuvre muséale, et pour cause, puisqu'en fait c'est une œuvre de Zeus qui interroge la notion de copie et d'original, en faisant faire une copie conforme quasiment de la Joconde, dans un cadre très kitsch, dans une vitrine de musée qu'il reconstitue, parce que l'œuvre, c'est toute l'installation, une vitrine avec un velours rouge qui évoque les salles rouges du Louvre, dans laquelle fut installée la Joconde, avec une vitrine et donc son verre, et puis devant une sculpture en bronze doré, qui est la sculpture, donc la fonte, hein, le moulage, en bronze, mais fondu donc, bronze doré, d'un sac de Vuitton, mais qui est une copie d'un sac de Vuitton, une copie même assez grossière. Donc, je ne sais plus comment s'appelle le modèle. Et donc, ce modèle de sac Vuitton, il en fait une copie, donc une copie devant une copie. Et il y a un monogramme dessus. Et le monogramme, on a l'impression de lire Louis Vuitton ou Dior. Et en fait, c'est LDV, Léonard de Vinci. C'est le monogramme originel de Léonard de Vinci, dont s'est inspiré la marque Vuitton pour lutter contre les contrefaçons, en ayant justement un monogramme qui va estampiller partout de façon à ce qu'on reconnaisse ces produits et qu'on ne les copie pas. Alors à la fois manque de chance, ce sac est justement une copie pour rappeler que la copie existe, mais en même temps c'est une façon de rappeler que eh bien, la marque Vuitton s'est inspirée du monogramme de Vinci. Donc il y a peut-être quelque part une inspiration, si ce n'est un rapt, une captation, etc. Bon. Et que finalement l'histoire de l'art c'est ça, c'est de s'inspirer toujours de quelque chose qu'on va transformer, sublimer ou détourner. Voilà. Et pour terminer, le mot de la fin, l'œuvre de la fin, eh bien, c'est celle d'un certain Andrea Ravomattoni, ici présent, une œuvre qui a été faite l'année dernière dans une école maternelle. À Grand Paris Sud, c'est en école maternelle, oui, je fais aussi beaucoup de courses. Et
C'est la Mona Lisa. La Mona Lisa, mais juste donc son sourire, ses yeux, dans cette école maternelle, sachant que c'est un lieu, donc une banlieue un peu difficile, et dans lequel d'ailleurs le Louvre a été très longtemps partenaire de cet endroit, de ces différentes écoles hein, au niveau académique. Et il y a eu pas mal de projets qui ont été menés là-bas. Et ça, c'est une façon, bon, c'est un projet en dehors du Louvre hein, pour le coup, donc à l'initiative d'une autre galerie, hein, Matt Gott. Oui, voilà. Et donc un projet qui s'appelle, tu m'as dit Paris Grand Sud, c'est ça? Grand Paris Sud. Grand Paris Sud. Grand Paris Sud. Et avec des interventions de nombreux street artistes qui vont faire des œuvres. Ce qui permet de conclure en disant qu'aujourd'hui, effectivement, l'œuvre, les œuvres d'art qui sont dans la rue, qui sont accessibles à tous et qui vraiment vont au-devant d'un public, eh bien, ce sont les œuvres de street art. Et toi, Andrea, tu fais cette symbiose et cet aller-retour, tu invites à cet aller-retour entre le classicisme et donc l'œuvre dans la rue et l'œuvre dans les musées, sachant que ton œuvre en elle-même devient une œuvre d'art qui trouve son musée dans la rue, quoi, en quelque sorte. Et ça, c'est un de mon premier mur Processus. Je vais laisser la droite incomplète avec tous les voilà, le fragment. Voilà. Oui. Je vais choisir pour la première fois de faire ça. En plus, c'est en école maternelle. Dans mon travail, je fais beaucoup de courses avec l'école. Il fait partie de mon œuvre d'art avoir un rapport d'atelier, c'est ça. D'atelier et direct. Je vais dans l'école. Ou l'école, ils sortent et ils viennent dans les murs. Et ça, c'était la première fois que je vais choisir de faire le processus. C'est en école maternelle. Et toutes les fois, il y a des différences. Quand je fais des courses à l'université, j'utilise une terminologie complètement différente des enfants qui sont des petits nani, no? Così. Mais c'est un plaisir et c'est mon objectif. Et c'est vraiment une des parts plus importantes de mon travail, c'est la communication. Sans la communication, il n'existe pas mon travail. Sans les courses, sans l'école, sans un pensiero, sans, come si dice, en vision de le futur, parce que les enfants, ils ont la vision de le futur. Sans ça, mon art n'existe pas. Mais tous les autres artistes, ils font la même chose, sans la communication. Et tous les articles que je vais regarder, la chose belle, ils parlent de l'art ancien, mais ils parlent de l'art. Il fait de l'art parlando dell'arte, non? Voilà, ouais, ça c'est très important en fait, parce que même dans la citation, le détournement, in fine, et c'est bien pour ça que cette œuvre en est un manifeste, on a une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il y a des inspirations antiques, des inspirations classiques, mais in fine, on a bien affaire à une œuvre d'art. Et donc le chemin, il se fait dans les deux sens, je dirais, et c'est aussi ce pourquoi on est là ce soir, dans cette idée de transmission, c'est qu'à la fois, on va montrer combien le street art et peut-être d'une certaine façon redevable à un art classique, et donc se met dans une généalogie et une histoire de l'art, mais on fait faire le chemin aussi inverse à des gens qui ont cette connaissance du classique, mais qui vont aller vers le street art, justement grâce à ce lien qu'il y a entre ces deux mondes, ces deux univers qui sont parfois un peu cloisonnés, et qui nous permet d'arriver jusqu'à des œuvres d'art hyper contemporaines, comme celle-ci, des œuvres d'un art actuel, mais qui sont avant toute chose des œuvres d'art. Maestro. Maestro. Merci.